chole poto la fide be sokem lo sokem mucho agodo jiwo ba swekem amere pe munyo vo sokem eta munyo wa mede chole poto la fide lolo kulolo ni te sokefa fofo kuno viro ni soke ya mama etoku e viro ni soke fa waya me ya me amoti holo ni te soke ya ona ya soke mlo soke ya jamia ye yo be soke mlo soke ash on the beat. L'éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je peur? L'éternel écoute ma voix. J.P. Mourad. Mon Dieu, me voici devant toi. Amen, 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 amen. Me voici devant toi. C'est toi le roi des gloires. Fais-moi avancer. Jamais reculer. Je connais tout ce que tu fais pour moi, mais pour toi je vais changer. Exaucer mes prières. Amen, 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 amen. Mon Dieu, c'est toi mon soleil, Seigneur. C'est toi mon bouclier, Le tout-puissant miséricordieux. bénis nos projets, Amen. bénis nos idées, Amen. annuler nos péchés, Amen. l'ouverture des versets, ouais. Amen, 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 amen. L'éternel m'a béni, 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 annulé mes péchés, avancé mes projets. L'éternel m'a béni, il a annulé mes péchés, il a fait avancer mes projets, il m'a ouvert des portes des percées. Madouéné, Madouéné. Madouéné, 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 sortez les mouchoirs. Madouéné, 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 roulez. Madouéné, Madouéné, C'est Kakosa, Madouéné, Madouéné, Masito, baby, Madouéné, Madouéné. Madouéné, 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 roulez les mouchoirs. Madouéné, 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 bloqué. Madouéné, Madouéné. Allô? À qui ai-je l'honneur? C'est l'Éternel? L'éternel m'a révélé que les ennemis nous va tomber. Alors faisons attention. Alors, un pas devant, attention. Deux pas devant, attention. Allez, ici à gauche. La Joe Christophe Le Berca. Ici à droite. Nicolas Marquis, c'est à qui Ils j'étais. sont devant nous. Attention, ils sont devant nous. On va les envoyer les faits du Saint-Esprit, les consumer ensemble. Fumer, 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 fumer. Allez, feu, feu, feu. Fais du Saint-Esprit. Hayakata. Allez, feu, feu, feu. Fais du Saint-Esprit. Hayakata. Madouéné, Madouéné. Madouéné, Capitaine Ayo. Madouéné, Madouéné. Madouéné, Qu'il soit ainsi. Madouéné.
je suis ravie de vous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire. Vous le savez sans doute, le plus grand atout du Togo est sa jeunesse. Malheureusement, le chômage et le sous-emploi créent des désillusions croissantes et des frustrations chez les jeunes, dont certains ont recours à l'immigration clandestine ou à des activités criminelles à la recherche d'alternatives. Le défi emploi jeune, vous le savez certainement, est à multiples facettes et le coût du chômage est partout et terrible. Pour faire face à cet enjeu, investir dans la promotion de l'emploi des jeunes devient une alternative incontournable. Promouvoir l'emploi des jeunes, qu'est-ce que cela sous-entend exactement et à quoi fait-il appel? C'est l'unique et la principale question autour de laquelle nous allons échanger cet après-midi. Et pour en parler, voici l'équipe du jour que nous présente Carmen Madji Akapo. Chers amis de Podium Jeunesse, bonsoir. Aujourd'hui, Pélagie est avec Amaltiero JC. Il est entrepreneur de solutions, solupreneur, engagé comme chercheur indépendant et consultant en créativité et promoteur du challenge des solupreneurs. Sefia Menou Sessi, il est conseiller de jeunesse. Faouz Nakamboni, il est consultant en gestion des organisations et mentor professionnel. Et enfin, Sylvanus Akano, il est entrepreneur et manager chez SA & Partners. Merci, bienvenue de nouveau à ce nouveau numéro. Dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse, nous allons parler de la promotion de l'emploi des jeunes. La question principale, vous l'avez entendu tout à l'heure. Bonsoir d'abord. J'espère que vous avez bien démarré le week-end. Oui, ça va. Ça va, Dieu merci. Donc, promouvoir l'emploi des jeunes, pour vous, qu'est-ce que cela sous-entend exactement et à quoi fait-il appel? Amaltiero. Merci beaucoup, Pélagie. Je t'en prie. Alors, je dirais que la promotion de l'emploi des jeunes sous-entend la mise en œuvre des politiques efficaces pour engager les jeunes dans des activités économiques. C'est un peu ça. Maintenant, quand je parle de politique, cela voudrait dire que l'État, auquel est soumis tout gouvernement, et que ce gouvernement est en train de servir est le premier responsable de l'emploi des jeunes ou de l'employabilité des jeunes. Alors, si on veut voir l'aspect en tout cas, ce à quoi cela fait appel, il faut dire que moi, je le place sur deux pôles. Et cela fait référence à la définition même de l'emploi, qui est économiquement le fait de... d'engager en fait des gens actifs, des jeunes actifs dans des activités économiques. Donc le premier pôle, ce sont des personnes actives et le second, ce sont des activités économiques. Et je crois que dans la suite, j'aurai à peut-être détailler là-dessus. Voilà. D'accord, merci beaucoup Faouz. Alors, je peux dire par là que l'emploi des jeunes est la mise en place d'un cadre qui permet aux jeunes qui sont actifs, comme le disait Amaltiero tout à l'heure, exprimer leurs talents et surtout mettre leurs talents là au service de leur État, que ce soit au niveau des organisations privées, publiques et surtout de porter haut ce talent-là même au-delà des frontières. Donc la mise en place d'un cadre concernant cet emploi des jeunes s'est exprimée au niveau du Togo, de même qu'au niveau du cadre international, et cela permet de véhiculer, n'est-ce pas, toutes les notions d'apprentissage et surtout d'application de tout ce que l'on a appris. Merci beaucoup Sylvanus. Déjà, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Je vous en prie. Je crois que de peur de répéter mes copanélistes, ils ont tout dit. Il faut peut-être parler donc de l'explication de la définition terre à terre pour faciliter en tout cas l'explication à tout le monde. La promotion, c'est simplement le fait d'encourager une certaine initiative, de provoquer en tout cas un avancement. Et puis l'emploi, c'est de façon terre à terre, c'est une activité génératrice de revenus. Donc la promotion de l'emploi, je crois qu'on ne va quand même pas définir les jeunes, hein. C'est quand même une tranche de la population qui se situe principalement, j'ai envie de dire, entre 12 et puis une trentaine d'années. En politique, ça va un peu plus loin. Et donc, en gros, pour placer les mots chacun à côté de l'autre, il faut simplement dire que c'est un ensemble de paramètres qui permet quand même à la jeunesse de se retrouver dans
j'ai envie de dire, le système économique qui sous-tend, j'ai envie de dire, le progrès même de tout un État. Donc, en gros, la promotion de l'emploi, c'est cet ensemble-là qui permet à chaque individu de pouvoir être économiquement viable vis-à-vis donc de sa société. Si vous avez un ajout. Merci. Je dirais que la promotion de l'emploi des jeunes, c'est l'ensemble des stratégies ou des mécanismes ou des dispositifs qui sont mis en place pour pouvoir permettre à la tranche de la population active de pouvoir travailler et booster en même temps le développement. Voilà. Mais à quoi fait-il appel exactement? De quoi a-t-on besoin pour promouvoir l'emploi des jeunes? Je peux? Oui. Voilà, moi j'estime qu'on a besoin de plusieurs paramètres. D'abord, pour promouvoir l'emploi des jeunes, il faut partir de la base, donc de l'éducation. Et c'est ce que aujourd'hui, quand vous prenez la politique nationale de la jeunesse du Togo, elle a été claire, elle définit également le fait qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre l'emploi et la formation. Parce que ça ne sert à rien de former des gens si demain, ils ne vont pas se retrouver où ils se cherchent. Donc cela commence par le bas âge, depuis ce que peut-être les enfants aiment, ce que les jeunes aiment, qu'est-ce qu'ils veulent apprendre. Et cela passe également par l'orientation, que ce soit l'orientation scolaire, académique, le choix des filières, le choix même des métiers ou le plan de carrière. Donc tout passe par l'éducation. Et ensuite, tout passe également par le fait de développer des facultés pour pouvoir se prendre en main et pouvoir aussi travailler. Donc, une chose est sûre, d'avoir une bonne éducation, d'avoir reçu une bonne éducation, d'avoir été formé, etc. Vous avez le diplôme. Une autre chose est également de voir si vous maîtrisez toutes les conditions qui tournent autour du fait de pouvoir obtenir un emploi. Donc, beaucoup de compétences qu'il faut. Il faut passer peut-être des tests, etc. Est-ce que vous êtes prêts aussi à... Donc, c'est tout un mécanisme qu'il faut apprendre à nous les jeunes ou aux jeunes qui sont là. Et ça, ce n'est pas quand vous avez la maîtrise ou vous avez un doctorat qu'on vous apprend. Vous devez l'apprendre depuis le bas âge, de sorte, et quand nous parlons également, je ne vais pas extrapoler, mais quand nous parlons de l'entrepreneuriat aujourd'hui, qui est aussi un autre volet qui répond à la promotion de l'emploi des jeunes, je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir le bac, d'avoir la maîtrise avant de commencer par entreprendre, et que la culture entrepreneuriale devait être quelque chose qu'on apprend depuis la maternelle aux enfants pour que cela devienne une habitude. Et comme on dit, l'habitude forcément est une seconde nature, que cette culture-là soit une seconde nature pour chaque individu, de sorte que si vous n'arrivez pas à capter un emploi qui est créé par l'État, que vous soyez capable d'être vous-même le créateur de votre emploi. Dans cette dynamique-là. Je crois que vous venez de parler de la base, qui est l'adéquation entre l'emploi et la formation. Évidemment, on ne pourra jamais parler d'emploi sans parler de formation. Je crois qu'au bout d'un moment, en Afrique, il faut qu'on dise la vérité aux jeunes. Enfin, qu'on nous dise la vérité. Parce que ça ne sert à rien de nous dire, quand je dis nous, c'est parce que je me considère comme étant jeune, donc ça ne sert à rien de nous dire que, parce qu'on nous a toujours servi le fait que quand vous allez à l'école, vous avez tout pour réussir dans la vie. Or, en réalité, l'école est classée, sinon la formation en elle-même est classée, au rang donc de l'information. Donc, en réalité, pour trouver un emploi de façon globale, comme le dirait quelqu'un, il faut 25% de la formation, sinon de l'information qu'on nous donne à l'école, qu'on nous fait passer pour les 100%. Il faut ensuite 25% donc de l'expérience. Donc, en principe, après la licence, pour ceux qui font des parcours LMD, après la licence, il faut aller chercher un stage. Après le stage, on cherche donc la spécialisation au niveau master, mais tout est mélangé malheureusement chez nous. Ensuite, il faut un savoir-être qui constitue aussi 25%. Et au final, il faut de la compétence. Donc, c'est un peu ces 4 éléments réunis qui permettent à ce que l'individu en lui-même puisse se dire être apte à trouver de l'emploi. Maintenant, comme je le dis, la formation elle est très importante. Moi, je considère que à ce 21e siècle, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en philosophie, honnêtement. Ça ne sert absolument à rien du tout. Parce qu'entre-temps, j'ai vu une information sur Internet, c'est juste une parenthèse que j'ouvre, où on clamait en fait un jeune docteur de 27 ans de philosophie. Alors c'est intéressant, il va s'appeler docteur, c'est une fierté pour ses parents, pour ce titre-là qui est acquis. Maintenant, au-delà, je ne vois pas ce que la philosophie en elle-même apporte concrètement à l'Afrique. Pendant qu'on a
a besoin de médecins, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin donc d'hommes et de femmes valides qui soient dans le domaine technique et pratique. Donc, quand je parle de formation, il faut qu'il y ait une mise à jour obligatoire de la formation pour qu'on ne parle plus d'inadéquation de la formation. Et puis l'emploi, il faut que ça cesse au bout d'un moment parce que durant tout notre parcours à l'école, on n'a pas cessé de nous casser les oreilles avec cette inadéquation. Et pourtant, depuis là, il n'y a pas eu de réforme éducative en Afrique depuis 1960. Donc, à la base, ce qu'on apprend à l'école, c'est ce que les colons avaient décidé qu'on apprenne. Désolé de dire comme ça, mais c'est ça la réalité. Je crois que ce n'est pas un secret pour personne. Donc, il faut que les dirigeants davantage fassent la promotion des lycées techniques et scientifiques, parce que c'est ça, en fait, qui sauvera l'Afrique. Ça ne sert à rien d'aller jusqu'au doctorat, d'être toujours un chercheur si la solution... les populations l'attendent. Donc, en gros, il faut d'abord la formation au niveau. Donc, c'est vrai que il faut le dire. Je rejoins le monsieur avec le nom compliqué. Amal. Alma Tchero. C'est pour le taquiner. Mais il faut obligatoirement que les politiques prennent le taureau par les cornes. Parce qu'au bout d'un moment, et je crois que c'est une question qui va arriver à coup sûr, c'est qu'on finira toujours par tomber j'ai envie de dire, dans un monde où la jeunesse finira par devenir un boulet que les dirigeants seront contraints de traîner. Et donc, l'Afrique ne pourra jamais se développer. Donc, la formation est très importante. Ensuite, le deuxième point, il faut obligatoirement que les politiques créent des cadres qui permettent quand même, du moins ce qui encourage les initiatives privées et qui ne leur donnent pas l'impression de les asphyxier, mais qui les encourage à aller de l'avant, facilitant justement l'accès au financement, parce qu'on ne le dit pas souvent, l'État, c'est vrai, ne pourra pas créer de l'emploi pour tout le monde, mais l'État peut en même être en mesure de créer des conditions, de créer des cadres, des mécanismes qui facilitent justement les initiatives privées dans lesquelles les jeunes peuvent trouver de la place. Voilà. Fawz, l'une des parties des propos de Sylvanus ressemble à l'entretien que nous avons eu hors antenne tout à l'heure. Tout à fait. Par rapport au monsieur qui parlait de l'identification, de la valorisation des vrais créneaux porteurs en matière de formation au Togo. Tout à fait. Et cette identification est vraiment très importante parce que déjà, nous évoluons sur un marché où il y a de nouveaux besoins. Vous n'êtes pas sans savoir que la communication, déjà en 2010, n'est plus la même actuellement. Beaucoup de créneaux ont été mis en valeur et il y a beaucoup de choses que l'on faisait avant que l'on ne peut plus faire. Alors, ces formations ne se font plus dans le cadre LMD, je peux dire, parce que plus que jamais, on a besoin maintenant de certifications. Ces certifications, beaucoup de jeunes ne les font pas parce qu'ils sont beaucoup plus habitués à aller sur les réseaux sociaux. Et le mal vient de là. Lorsqu'on parlait tout à l'heure de l'inadéquation formation-emploi, je me disais bien que le problème, il est là. Le problème, il est là parce que l'identification des créneaux porteurs, ce n'est pas forcément le fait d'être dans un bureau et de pouvoir travailler. Aujourd'hui, nous pouvons être en mesure d'être à l'école, de pouvoir fréquenter et de retourner au champ. L'agriculture est le créneau le plus porteur. Lorsqu'on prend les chiffres au niveau du Togo, 60% du PIB togolais est agricole et 60% également de la population togolaise est rurale. Voilà. Donc, ce sont des avantages que nous pouvons non seulement tirer. Hormis cela, il y a le digital. Le digital également entre en ligne de compte parce que vous pouvez, sans même faire des études poussées, juste à partir du bac, vous implémenter en maintenancier ou juste en technicien chez vous à la maison. Et là, c'est très important de le faire parce que déjà, vous gagnez de l'argent, vous acquérez de l'expérience et vous pouvez vous exprimer au-delà de tout ce que vous pouvez faire. Finalement, on dirait que l'orientation scolaire est le nœud du problème. Oui, absolument. C'est ce que peut-être on ne fait pas. Moi, je ne sais pas quand est-ce que j'ai une fois rencontré forcément un conseiller pédagogique ou d'orientation. J'en entends parler, mais je n'ai jamais eu la chance de rencontrer des conseillers d'orientation. C'est vrai qu'à l'université, on vous oriente quand vous arrivez, mais on regarde juste vos notes, etc. Donc, les notes, ça ne veut rien dire. Parce qu'à l'examen, vous pouvez taper une forte note, mais vous n'êtes pas forcément assez compétent dans ce domaine. Et des fois, on ne vous demande même pas ce que vous voulez. Moi, j'ai eu cette expérience-là au lycée où mon proviseur insistait pour que je fasse la série D. Je dis, non, moi, je ne me sens pas vers là. Je veux aller vers ici. Et la preuve, c'est que j'ai pu lui démontrer que j'ai fait un bon choix. Je fais le choix de mon cœur et je sais que je dois mettre tous les moyens de mon côté pour qu'il ne me dise pas
tu as vu, je t'avais dit, voilà. Donc, mais c'est un problème aujourd'hui, on ne demande pas. Et même là, dans nos familles, combien de parents demandent aux enfants, tu veux faire quoi? Tu veux devenir quoi? J'étais avec une dame et son enfant, et je causais avec le jeune qui me disait, je dis, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, lui, il veut être mécanicien. Donc, quand il a dit mécanicien, en fait, la maman qui était dans la chambre a commencé par crier, tu es malade? Mais il fallait arrêter depuis le CM2. Pourquoi tu as eu le bac, etc. C'est vrai que ça semble être risible, mais c'était profond. J'ai dit, maman, laisse-le finir. Et ensuite, il me dit, il veut être mécanicien des avions. Donc là, ben, écoutez, mécanicien d'avion, on ne les trouve pas dans tous les coins de rue. Ça veut dire que c'est des études très poussées en informatique, etc. La preuve, c'est que ce jeune, il est allé en médecine, il s'est, en fait, en mathématiques, il s'est promené. Mais quand il est entré à l'IAI, je vous assure, c'est le feu. Parce que là, il était dans son domaine. Il pouvait vous couper la lumière dans la maison avec son portable. Donc aujourd'hui, il est en train de faire des études à l'étranger et il excelle dans son domaine. Et forcément, il va réussir parce que ces gens-là sont rares et ils sont riches également. Donc après, la maman a compris. Souvent, on ne nous laisse pas le temps de pouvoir exprimer ce que nous voulons et nos parents veulent réaliser les rêves qu'ils n'ont pas pu réaliser en nous. De toutes les façons, on n'est pas les mêmes, même si on est vos enfants. Donc c'est un peu ça. Les enfants deviennent le prolongement des aspirations des parents, c'est ça. Mais en fait, quand nous parlons de l'emploi des jeunes, je voudrais que les gens comprennent bien, nous ne parlons pas forcément de la fonction publique. Nous parlons de l'entrepreneuriat. Nous parlons de tout créneau porteur qui puisse permettre aux jeunes de vivre décemment. C'est très important. C'est vrai que nous avons parlé de l'orientation qui joue dans la promotion de l'emploi des jeunes. Nous avons parlé de l'identification, de la valorisation des créneaux porteurs. Mais c'est important aussi de parler de la responsabilité du jeune lui-même. Quand on lui confie un poste, un projet, qu'est-ce qu'il en fait, Amar Thiero? Merci, justement, c'est ce que je voulais dire. Moi, quand je prends la promotion, comme je le disais au début, je le place sur deux axes. Parce qu'en tant qu'entrepreneur de solutions engagé comme chercheur, nous avons fait des études poussées. On a vu qu'avant toute cette paperasse, il y a une base qu'il ne faut pas rater. C'est qu'on parle d'emploi, on parle des personnes actives qu'on utilise pour des activités économiques. Donc, à la base, il faut d'abord des personnes actives. Et pour moi, des personnes actives, c'est d'abord l'ODD2, des personnes qui ne souffrent pas de faim, l'ODD3, des personnes qui sont en forme, en tout cas en bonne santé, et l'ODD4, des personnes qui sont bien éduquées, qui ont une éducation de qualité. Quand je parle d'éducation de qualité, je ne parle pas seulement de l'école, je parle de l'éducation à la maison, je parle de l'éducation à l'école, l'éducation sur les médias et consorts. Donc, juste pour dire que, avant toute chose, il faut produire des personnes actives. Il y a beaucoup de jeunes qui sont diplômés mais qui ne sont pas actifs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut d'abord louer les efforts du gouvernement qui ont mis en place beaucoup de stratégies pour réduire. Tout à l'heure. Voilà. Mais en marge de cela, il faut comprendre que le gouvernement doit pouvoir faire tout pour que le Togolais de 18 à 35 ans, même avant son emploi, soit actif. Il faut qu'il n'ait pas faim. Il faut qu'il y ait des mécanismes pour que quand il n'est pas en forme, il puisse se soigner facilement et qu'il ne soit pas difficile pour lui d'avoir une éducation de qualité. C'est ça la base. Parce que ce que moi je sais, c'est qu'une personne qui est active n'attend pas l'emploi, il le crée. Donc, et après maintenant avoir créé des personnes actives, là, ce n'est plus difficile d'avoir des activités économiques parce que soit eux-mêmes ils le créent, ou soit le gouvernement le crée selon les besoins de la population. Et c'est là où on parle maintenant de l'éducation, formation et puis emploi, voilà. C'est important aussi de parler des efforts que l'État fait dans le sens de la promotion de l'emploi des jeunes. Bien sûr. Nous ne pouvons pas passer sous silence le travail que l'ANPE fait au Togo en accompagnant les jeunes diplômés à réviser leur parcours pour savoir dans quel domaine ils peuvent être actifs. Pas seulement l'ANPE, donc nous avons beaucoup de mécanismes de J'ai juste commencé avec l'ANPE. Donc nous avons le FAEJ, nous avons la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes. Le Provonat. Voilà, qui est devenu ANVT. L'ANVT, voilà. Beaucoup d'autres mécanismes. Aujourd'hui, il y a des structures qui sont mises en place pour développer la fintech, l'agroécologie, etc., comme les incubateurs qui ont été mis en place. Il y a l'ANPGF aussi. L'ANPGF. Et voilà, j'ai la joie peut-être d'annoncer qu'il y a un nouvel incubateur qui est installé à la Maison des Jeunes de Dapaon. Je l'ai appris ce matin. Donc, de sorte de pouvoir décentraliser, parce que les choses
peut pas rester à Lomé et les autres populations ont le même droit. Et en plus de cela, il y a une plateforme qui a été mise en place pour permettre aux jeunes d'avoir les bonnes informations. Je pense qu'il y avait eu un débat sur ce plateau où il faut avoir aussi dans la question de l'emploi les bonnes informations en fait. Parce que si vous n'avez pas les informations de qualité, vous ne pourrez pas savoir. Et cette plateforme-là, elle est intéressante parce que j'ai fait un tour et je me suis rendu compte que ça permet de savoir quel genre de formation même faire. Toi-même, tu fais une sorte de quiz de tes valeurs, de tes compétences. Ça t'oriente, on va vers ici, etc. Cette plateforme s'appelle Léling. Je pense que c'est, en kabyle, ça veut dire la joie. Bon, tout ce qui est bon. Donc, je me dis que ça sera bon. Maintenant, une autre chose, c'est de pouvoir communiquer autour de cette plateforme pour que les jeunes y aillent. Ce n'est pas forcément les jeunes diplômés. Déjà, les jeunes, même à l'école primaire, on peut s'amuser avec des tablettes, etc. Et donc, ce sont des choses à encourager. Et pour finir, un document stratégique de l'État, c'est la politique nationale de la jeunesse, qui entre également dans le champ de mire de la Charte africaine de la jeunesse. Donc, quand vous prenez l'article 14, c'est clair que les jeunes doivent pouvoir travailler et développer leur pays. Donc, les talents dont disposent les jeunes doivent être mis à la solde de la population, de la communauté. Et les entrepreneurs, Almakiro ne va pas dire le contraire, les entrepreneurs créent des solutions. Donc, ça veut dire que c'est parce qu'il y a des problèmes, ils sont là pour créer. Voilà, les créateurs de solutions, bien évidemment. Donc, c'est un peu ça, on essaie d'encourager les jeunes à pouvoir se développer. Et il y a la mesure des 25% pour les entrepreneurs femmes et jeunes. Mais une autre chose est-ce que tous les jeunes ont cette information? Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ce n'est pas forcément les informations qui doivent venir vers nous, mais nous devons aussi apprendre à aller vers... Toutes ces structures qu'on vient de citer, il y a des milliers de jeunes qui ne sont pas au courant. Absolument. Mais qui sont dans le besoin. Oui, malheureusement, beaucoup de jeunes ne suivent plus la TVT. Donc, vous voyez un peu, nous sommes en train de faire cette émission qui est assez intéressante. Je ne sais pas, ça sera peut-être un autre débat. Mais c'est aussi... Ils préfèrent surfer. Surfer et avoir des informations qui ne leur serviront forcément à rien. Je passais tout à l'heure quand j'ai vu 2 jeunes filles en train de regarder avec joie l'histoire de cette dame qui a fait 9 enfants ou 7 enfants. Je ne sais pas. 9. La malienne. Elles étaient tellement... Je me demandais, en fait, c'est quoi? Elles veulent apprendre à faire 9 enfants. C'est pas pour faire rire, mais c'est aussi ça, ces genres de situations auxquelles nous assistons et qui doivent nous réveiller. Il faut que nous, les jeunes, nous prenons le taureau par les cornes et que déjà, depuis le collège, depuis le primaire, que les enseignants et que même dans les programmes de formation, qu'on puisse inculquer ces choses-là à ceux qui transmettent le savoir, pour qu'ils puissent donner d'autres types d'informations pour pousser les jeunes à aller vers les bibliothèques. C'est rare de voir maintenant un enseignant demander aux jeunes d'aller à la bibliothèque. Et c'est un autre débat. Ce n'est pas rare. On le leur dit, mais ils n'en ont pas envie. Oui, il y a même des bibliothèques numériques. Ils passent le maximum de leur temps avec leur téléphone portable, mais il y a des bibliothèques numériques. J'avais voulu rebondir sur 2 aspects. D'abord, l'orientation. L'orientation en elle-même, vous allez vous rendre compte que ce qui se fait dans les universités, en réalité, ce n'est pas de l'orientation à proprement parler. Le fait de regarder les notes et puis de dire... Parce que quand vous regardez de près, vous vous rendrez compte que dans la plupart des universités privées, et c'est généralement dans ces universités qu'on fait en tout cas, qu'on appelle ça les orientations, c'est que les universités en elles-mêmes ont envie de créer des filières et donc ont envie d'atteindre un certain nombre d'étudiants dans telle ou telle filière. Donc, vous allez vous rendre compte qu'on vous force en réalité à aller vers ces filières-là. Donc, dans le fond, vous ne le voulez pas vraiment. Mais je crois que c'est à l'issue d'un entretien qu'on vous conseille de choisir telle ou telle filière. En réalité, ce conseil, ce n'est pas un conseil en tant que tel. C'est-à-dire que du moins, c'est un cadeau empoisonné. On vous donne l'impression que l'école a bien envie de vous accepter, mais à condition que vous adhérez à telle filière. Au-delà, il y a beaucoup de jeunes qui ont, moi j'en connais, j'ai des amis qui ont fait 4 ans en médecine parce que leur papa veut à tout prix réaliser son propre rêve au travers de son enfant. Donc l'enfant finit avec le diplôme juste pour faire plaisir à ses parents et après, moi j'en connais également avec qui j'ai fréquenté qui ont un master 2 et qui reviennent malheureusement faire le stylisme, la mode et tout ça, qui reviennent apprendre un métier. Donc, je crois que l'inadéquation, quand on parle d'inadéquation entre formation et emploi, au-delà des politiques, c'est aussi un rôle au niveau des parents. Et j'ai comme l'impression que les anglophones comprennent mieux la chose que nous, parce que je ne comprends pas pourquoi, quand on vient par exemple sur ces programmes-là qui existent, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que les jeunes ne semblent pas être intéressés par ce qui,
en principe, va contribuer à la construction de leur avenir. C'est la remarque que j'ai faite. Quand on fait une formation, par exemple, il n'y a pas de jeunes qui arrivent, mais quand il y a un concert, il y a beaucoup de jeunes qui y vont. Je me demande toujours qu'est-ce qui peut bien naître à la cause. Moi, je considère que les réformes, en réalité, les réformes qui semblent être politiques, moi, je considère que si ça réussit bien ailleurs et que ça ne réussit pas chez nous, c'est quelque part parce que, en réalité, on n'est pas vraiment dans la réforme politique. On est beaucoup plus dans la cosmétique politique. Parce que la réforme politique, obligatoirement, ça doit ramener des résultats. C'est-à-dire qu'on vous met à un poste, on vous confie un programme qui, malheureusement, sont tellement budgétivores. Les programmes en eux-mêmes sont budgétivores. Ce qui fait qu'au final, on donne, je dis n'importe quoi, 100 millions au programme, mais le programme en lui-même consomme 50 millions. Le programme en lui-même avec les voitures, de véhicules et tout ça. Donc, ce qui fait qu'au final, il y a très peu d'argent qui reste pour les projets en eux-mêmes. Et au-delà, il y a aussi, il me semble, le fait que le peu de jeunes qui s'intéressent à la chose et qui se rendent en tout cas à ce genre de choses finissent par se rendre compte que le processus est tellement long. Le processus est tellement long qu'on connaît. Et j'ai envie de dire, c'est un problème qui est presque géopolitique, hein, c'est-à-dire que c'est transversal quasiment à tous les pays africains. C'est qu'on préfère prendre telle année, tel frère, le clientélisme en réalité, si on veut, le clientélisme ou le népotisme, c'est-à-dire on préfère prendre telle personne, pas parce qu'il le mérite, hein, mais parce que c'est un proche et tout ça, donc on l'insère et on lui donne le financement et après on se rend compte qu'il n'a rien foutu avec. Le résultat n'est pas là. C'est pour ça que je rejoins M. Almachero, si je l'ai bien prononcé. C'est-à-dire que si la personne elle est active en elle-même, naturellement, les choses se font. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de forcer, elle n'a pas besoin Et c'est un problème même, le fait de recruter sur les diplômes, moi, je considère. Il faut recruter, à mon sens, sur les compétences que sur les diplômes. Merci. Faouz? Oui. En fait, moi, je veux aborder surtout un problème crucial qui est celui du suivisme. Bon, parce que l'habitude... il y a certains étudiants qui sont amenés à choisir leur filière parce que leurs camarades y sont. Déjà après le bac, c'est le problème qui se passe. Et même dans les établissements également, c'est la même chose. Et mais ce suivisme-là crée des problèmes à un moment donné parce que vous vous retrouvez dans des domaines où vous n'êtes pas qualifié pour cela. Vous allez dans des sociétés où vous ne vous en sortez pas. Et cela n'est pas parce que vous n'êtes pas bon, mais c'est parce que vous n'êtes pas capable de pouvoir gérer ce qu'on vous a dit de faire. Nous sommes dans une logique d'évolution. Et cette évolution-là doit être globale. Elle est globale parce que l'école forme des cadres, des élites. Et l'État, par son action, que ce soit au niveau des universités publiques ou privées, donne les moyens à ces écoles-là de pouvoir former les jeunes. Donc, si on ne peut pas canaliser ces jeunes-là à un moment donné pour en faire des gens vraiment rentables, je ne pense pas que ça puisse faire l'affaire. Dans mon activité de mentoring, d'habitude, je reçois des étudiants qui sont souvent en fin de formation, en licence et en master, et qui demandent d'habitude quoi faire. Et lorsque vous leur dites que vous n'êtes pas en mesure de leur conseiller, disons, des modules, ils s'offusquent de cela. Moi, je dis que, normalement, on ne doit pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de rêve. Justement, ils n'ont pas de rêve. Ils n'ont pas de rêve parce qu'ils se sont dit, bon, comme mon frère, il a réussi dans ce domaine, et c'est ce qui a été le cas dans le domaine du trading, je crois, récemment. Beaucoup de gens s'y sont lancés parce que les premiers à s'y être lancés étaient vraiment... tout à fait. Et semblait réussir. Et par après, ça a donné autre chose. C'était la même chose également pour une société, bon, je vais taire le nom, exactement, qui avait... promis ciel et terre à beaucoup de gens, mais qui à la fin n'a pas donné quoi que ce soit. Donc bref, le suivisme joue beaucoup. Le suivisme joue beaucoup, exactement. Merci. Alors, avant d'aller à la question, je voudrais rebondir sur quelque chose qu'il avait dit. En quelques secondes, le temps que nous... Il ne faut pas... Je tiens à saluer vraiment les efforts du gouvernement parce que les réformes ne peuvent pas donner des résultats tout de suite. Dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Il faut beaucoup de patience parce que c'est vrai que quand on va dans les pays anglophones, on comprend qu'ils ont compris mieux, mais ça a pris beaucoup de temps. Alors, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que moi, j'étais ex-enseignant à l'école internationale américaine au Togo. Vous savez, le système éducatif là-bas dit que lorsque l'élève échoue, c'est le professeur qui est responsable.
Donc cela veut dire que vous ne forcez pas les choses, vous cherchez à comprendre l'élève à son niveau. Donc on ne peut pas accuser aujourd'hui les jeunes de ne pas aller à l'information, etc. Si à la base, le système éducatif ne leur permet pas de s'exprimer eux-mêmes. Vous voyez, donc le professeur doit être moins fatigué que l'élève. Cela veut dire que vous devez envoyer plus l'élève à des recherches. Et quand il est habitué, lorsqu'il sort, il a son bac, qu'il n'y a pas d'emploi, il cherche des solutions pour pouvoir contribuer d'abord lui-même à son bien-être ou à son évolution et celui de sa société. Donc c'est vraiment important de comprendre que l'éducation est la base de la promotion de l'emploi des jeunes parce que l'État ne peut pas tout faire. Il faudrait que ces jeunes-là contribuent. Et c'est pour ça que moi je parle aujourd'hui de créativité. Parce que quand je dis consultant en créativité, beaucoup de gens disent mais c'est quoi? C'est nouveau pour les gens. Parce qu'il faut permettre aux gens, ce que Dieu nous a donné en commun, c'est la créativité. Et avec la créativité, ce dont on a besoin là-bas, c'est de lire et de savoir écrire, c'est tout. Avec la créativité, une personne qui sait lire et écrire peut vous surprendre, peut surprendre une personne même qui a son doctorat. Et c'est là où je contredis un peu ce qu'il avait dit au début. Le doctorat en philosophie est important, mais c'est important pour des populations qui présentent ce besoin. Parce qu'aujourd'hui, écoutez, on a plein de suicides actuellement au Togo. Et c'est dû à quoi? Les gens, quand on va au fond, on voit que ce sont des histoires, c'est l'intelligence émotionnelle. Mais Pélagie, je te dis la vérité, je suis allé dans la recherche, c'est la cause au Covid. Parce que la contraction, plusieurs fois, du Covid a une influence, un impact sur l'intelligence émotionnelle. Je crois que nous en parlerons dans un autre numéro de Podium Jeunesse. Voilà, merci. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'État fait beaucoup d'efforts en ce qui concerne la promotion de l'emploi des jeunes. Nous avons tout à l'heure parlé des mécanismes, c'est vrai, on n'est pas rentré dans les détails. Il y a aussi beaucoup d'initiatives qui sont mises en place. La dernière, pour promouvoir l'emploi des jeunes au Togo, ce sont les IFAD, qui sont les instituts de formation pour le développement, qui constituent en 10 nouveaux instituts de formation pour le développement qui seront créés sur les 5 années qui viennent. Et l'apport des IFAD dans la promotion de l'emploi des jeunes au Togo, c'est dans cet élément que je vous invite à suivre. Il nous est présenté par Carmen Madji Akap. Le chômage et le sous-emploi font partie des défis de développement qui créent au sein de la jeunesse des désillusions croissantes et des frustrations. La question de l'emploi des jeunes et les conséquences qui peuvent en découler préoccupe à tous les niveaux. Promouvoir l'emploi des jeunes demeure une alternative incontournable. Quand on parle de la promotion de l'emploi des jeunes, c'est toutes les conditions qu'il faut créer pour permettre l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Cela sous-entend des efforts qu'il faut faire au niveau du gouvernement pour faciliter cette insertion, pour donner la compétence et les aptitudes nécessaires aux jeunes de pouvoir s'installer. Cela sous-entend également des efforts que les jeunes eux-mêmes doivent faire pour pouvoir s'insérer socio-professionnellement et aussi aux structures privées de créer des conditions pour que les jeunes puissent s'insérer, puissent avoir l'aptitude de trouver du boulot, d'évoluer dans ce boulot et de le conserver pour pouvoir contribuer au développement socio-économique du pays. Les outils et les compétences nécessaires à une réelle participation des jeunes au développement passent par une formation professionnelle de qualité. À cet effet, une agence dédiée à l'éducation et au développement, AED, a reçu pour mission la création et la gestion de 10 instituts de formation en alternance pour le développement IFAD, dont le secteur bâtiment a été inauguré le 28 avril 2021. Les IFAD sont des instituts de formation en alternance pour le développement. Donc, c'est la volonté des plus hautes autorités du pays de permettre aux jeunes de contribuer au développement socio-économique du pays en créant des instituts de formation qui leur permettent d'avoir des compétences nécessaires et des compétences techniques. Donc, quand l'idée est née de créer ces instituts, il y avait un comité de pilotage qui a commencé par créer les instituts. Et ce comité de pilotage, après avoir créé le premier, le deuxième institut, les autorités ont décidé de transformer ce comité en une agence, donc l'agence éducation-développement. Donc aujourd'hui, c'est l'agence éducation-développement qui crée les IFAD et qui a pour mission de pouvoir les mettre en œuvre et de suivre
le fonctionnement de ces instituts. Il y a le premier institut qui est créé dans le domaine de l'aquaculture à Ilavagnon, le second est en création à Barkwasi dans le domaine de l'élevage pour contribuer au développement de la filière laitière au Togo, avec l'installation d'une usine de transformation du lait. Et puis le troisième qui a été inauguré tout dernièrement à Didogome, l'IFAD bâtiment, qui formera dans le domaine de bâtiment. Et un quatrième aussi en construction, toujours à Didogome, qui formera dans le domaine de l'énergie renouvelable. Alors ces instituts forment des jeunes en alternance, c'est-à-dire ils font une partie du cours dans l'institut, une partie en entreprise. Donc c'est une formation qui continue également en entreprise et qui permet aux jeunes d'être compétents à la fin pour leur insertion professionnelle. Ces jeunes formés dans les IFAD ont les compétences techniques et des compétences aussi générales qui leur permettent de s'adapter à toute situation. Ils sont également formés dans un environnement totalement numérique. Tout est connecté, ils ont leur tablette, leur ordinateur, ce qui leur permet eux-mêmes de faire des recherches, de faire la synthèse et de pouvoir venir présenter les travaux, les résultats de leurs recherches. Ce qui fait qu'à la fin de la formation, ils ne peuvent qu'exercer les métiers dans lesquels ils ont choisi de faire la formation. Avec les IFAD, le gouvernement togolais souhaite reformer le système obsolète de formation professionnelle pour s'orienter vers un système moderne de formation professionnelle en alternance. Les jeunes diplômés pourront ainsi mieux répondre aux attentes du secteur privé et trouver plus facilement un emploi. Des politiques économiques et sociales sont tout aussi nécessaires pour offrir aux jeunes des emplois pérennes de qualité. Nous venons de découvrir la dernière, mais je peux l'appeler ainsi, des initiatives allant dans le sens de la promotion de l'emploi au Togo. Merci beaucoup, Pélagie. Vraiment, je tiens à saluer cette initiative parce que je suivais depuis, je crois, quelques mois cette inauguration de ces instituts. Et comme le reportage l'a dit, j'ai aimé le terme qu'elle a utilisé. Elle a dit les systèmes obsolètes. Donc ça voudrait dire que aujourd'hui, l'État met à jour en fait, le système éducatif. Exactement. Cette formation puisse être adéquate à avec la le demande besoin du marché de l'emploi. Effectivement. Et tous ceux qui sont en train de faire, je crois que nous avons besoin de cela. Si même ils sortent et qu'ils ne trouvent pas de l'emploi, ils vont se les créer. Merci beaucoup. Moi, je salue également cette initiative et je souhaiterais, c'est un plaidoyer, qu'on aille à 20 IFAD. Donc, qu'on ait peut-être une IFAD, pourquoi pas plus de 20 IFAD par préfecture, en tenant compte des besoins, des potentialités de chaque. Donc, vous voyez un peu, si on crée les métiers de la métallurgie, tout ça là, dans la zone de la Cara, parce qu'il y a le fer, etc. Donc, qu'on puisse tenir compte de tous ces paramètres. Je salue également cette initiative. Et c'est important, le positionnement géographique. Moi, je me dis, si j'étais encore élève au lycée technique d'Adidogome, c'est très simple. Hein. Je finis là, je me prépare pour aller dans une IFAD, pour aller mettre à profit les savoirs. Donc, c'est plus de pratique et ça permet, comme on l'a dit, l'alternance. Et c'est aussi ça le vrai problème. Donc, puisque, comme l'a dit Sylvanus, on n'a pas été formé et on n'a pas toutes les skills, les compétences qui nous permettent de rentrer directement dans l'emploi. Mais avec ce système-là, vous faites un peu de théorie, on vous amène à appliquer en entreprise et on vous pousse. Moi, je pense qu'il faut les pousser même à créer leur propre entreprise et voir quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en. Peut-être c'est ce que M. Tommy ne nous a pas dit, mais peut-être ça sera fait après, où on va pousser les jeunes qui vont finir de la formation à pouvoir créer leur entreprise, on va les suivre. Et d'ailleurs, il y a le FAEJ qui est là, il y a d'autres mécanismes qui sont là, qui peuvent accompagner les incubateurs aussi, qui aident les jeunes à pouvoir créer des solutions qui permettent aux populations de s'en sortir. Voilà. Merci Sylvanus. Alors, évidemment, c'est une initiative louable, hein, on ne pourra pas dire le contraire. Moi, j'ai presque envie de dire que c'est ce dont le Togo avait besoin depuis très longtemps. Et je rejoins donc, évidemment et naturellement, mon frère, mon aîné, qui pense qu'il faut aller au-delà du chiffre. Pourquoi pas une centaine? On peut parce que la population, évidemment, la population. Commençons d'abord par un, et puis.
naturellement, la population est majoritairement très jeune et il faut véritablement, moi je considère que ça vient en fait, c'est un peu comme la suite des lycées techniques. Et évidemment, quand vous sortez de ce genre d'institut, vous êtes compétent tout de suite. Vous savez quoi faire en fait. Employable en même temps. Vous êtes employable, exactement. Donc, j'aurais vraiment aimé que l'initiative se multiplie et qu'il y ait un suivi après. Parce que généralement, dans des constitutions comme ça, on fait de belles innovations et après, il n'y a pas de suivi qui suit. Je crois qu'ils sont juste au début. Exactement. Et moi, je les encourage dans ce sens-là à continuer donc à former davantage les jeunes dans les domaines techniques. Voilà, dans plusieurs domaines. Merci beaucoup, Fawz. Je salue également cette approche des IFAD qui est vraiment pragmatique parce que ça vient résoudre un problème criard qui est la disponibilité de la main-d'œuvre sur le territoire. Lorsque des sociétés voudraient réaliser des œuvres au niveau du Togo, au lieu d'importer cette main-d'œuvre-là, on peut la trouver ici au Togo et faire bénéficier ces jeunes-là de plusieurs expériences et pourquoi pas les exporter ailleurs. Vous n'êtes pas sans savoir que certaines sociétés au niveau du Togo gagnent des marchés également à l'extérieur. Donc, c'est le moment de faire ressortir le pouvoir de ce talent qui sommeille en ces jeunes-là pour pouvoir faire éclore cela au-delà des frontières. Et je vais réitérer la demande de Sylvanus. Le suivi est très important de ces initiatives pour qu'on voie les résultats concrets. Et au-delà du suivi, je pense que il faudra assez communiquer dans un français facile aux enfants. Ce serait bien qu'on organise des séances de dissémination pour présenter un peu c'est quoi on veut. Parce qu'il faut aussi l'appropriation. Aujourd'hui, nous sommes dans la dynamique où il faut que les communautés ou les populations puissent se prendre en main dans les questions de développement. Donc, on ne leur impose pas, mais on leur donne toutes les informations qui leur permettent d'adhérer simplement. Et c'est aussi important pour que les parents sachent c'est quoi les IFAD. Parce que des fois, on a l'impression que c'est, entre guillemets, les intellos qui savent de quoi on parle, en fait. Mais en fait, ce n'est pas forcément nous qui avons besoin de ça. Donc, c'est important de communiquer sur ces genres d'initiatives. Essentiellement, aller dans les localités, communiquer pour que les gens sachent que, si je rêve de faire ci, je sais qu'il y a une opportunité. Au lieu que les gens soient dans leur carcan et disent l'État ne fait rien. Et pourtant, on fait beaucoup de choses. Donc, que les gens aient l'information. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Fawz, nous parlons tout à l'heure du PPG. Du PPG, effectivement, le programme présidentiel d'excellence qui vient d'être lancé, la deuxième édition. Effectivement, qui vient d'être lancé. Madame Sandra Blamba-Johnson parlait de ça l'autre fois et elle disait que c'était ouvert aux étudiants des universités publiques. En fait, il y a deux secteurs. Il y a celui des universités publiques et il y a également le programme Jeunes Diplômés ouvert à tout titulaire de master issu de n'importe quelle université ou école supérieure. Je pense que c'est vraiment une bonne initiative qu'il convient de saluer parce que c'est l'occasion pour les jeunes sélectionnés de s'imprégner des réalités du Togo. Parce que ce programme a été initié dans le cadre du plan national du développement. Donc, ce plan est décliné en 3 axes et ces étudiants sont en charge de pouvoir étudier ces axes-là. Donc, cela va de l'étude sur le terrain, l'intégration des différents systèmes de l'État et aussi l'apport de leur expérience à cette expérience-là. Et tout autant, après, ils se verront intégrés dans ces systèmes de l'État-là pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Je pense que vraiment, bonne idée. Et on a besoin de communiquer là-dessus. Absolument. Communiquer là-dessus. Vraiment, c'est communiquer là-dessus. Pour que les concernés soient vraiment au courant. Absolument. Pour que les gens sachent, pour que les gens puissent avoir les mêmes chances en termes d'opportunités de pouvoir candidater. Exactement. Une chose est de candidater. En fait, une chose est d'avoir eu la chance de candidater. Une autre chose est d'avoir la malchance de n'avoir pas été choisi. Donc, mais vous avez l'information, vous vous préparez peut-être davantage pour une autre étape, etc. Donc, des fois, beaucoup de choses se passent et c'est quand ça finit que les gens se disent, mais oh, il y avait ça. Quelque part aussi, c'est là la différence entre nous les francophones et les anglophones. Les anglophones sont smart, ils sont très rapides, ils vont vers l'information. Mais nous, tout ça là revient encore dans notre système éducatif. Mais je pense que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits petit à petit. Il faut aussi impliquer le digital dans l'information et dans la formation des enfants. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas. Les enfants ont des smartphones, on leur interdit ça à l'école. Donc, quelque part, il faut trouver le moyen pour que
et en même temps, ils utilisent leur smartphone pour pouvoir apprendre et bien apprendre. Que de leur interdire. Vous savez que dans la nature de l'homme, quand on lui interdit quelque chose, cela crée une il a curiosité beaucoup d'aller chercher Exactement. à comprendre pourquoi. Donc, forcément... c'est de la nature humaine. Hein. Absolument. Et souvent, quand on parle du problème de chômage et de sous-emploi des jeunes, il y a des gens qui lui donnent une moindre considération, alors que cela va au-delà de la considération qu'on lui donne. Et c'est pour cela que souvent on dit que la création d'emplois n'est pas juste un problème social ou un problème économique, c'est également la nécessité pour la paix, la sécurité et la stabilité. Comment vous le comprenez, Sylvanus? Alors, moi, je vais plutôt paraphraser quelqu'un qui disait entre-temps, je l'ai suivi, je ne me rappelle plus exactement des circonstances, mais qui disait quand même qu'un jeune qui ne travaille pas est une bombe à retardement. C'est une évidence. Moi, je reste convaincu d'une chose, c'est que quand vous prenez les manifestations dans chaque pays, surtout africain, et au-delà même, vous allez vous rendre compte que quand les gens s'attroupent pour manifester, eux tous qui viennent ne sont pas là pour le même objectif. Il y a des frustrés, il y a des gens qui sont mécontents, il y a des gens... Mais chacun a en réalité sa propre raison. Maintenant, quand vous prenez des jeunes il y en a qui sont formés et qui certes ne sont pas expérimentés, compétents, qui ne sont pas, en tout cas qui sont formés, mais pas au métier technique, pratique pour s'insérer rapidement, vous allez voir qu'ils passent beaucoup de leur temps à traîner, à jouer au ludo, machin, durant toute la journée. Et plus le temps passe, naturellement, ils grandissent, ils vieillissent, et de plus en plus, ils deviennent frustrés. Quand vous prenez Boko Haram, si je ne me trompe pas, le Boko Haram, en réalité, était une revendication liée à l'éducation dans certains villages, dans certaines communautés, ce qui, finalement, est devenu ce que nous connaissons aujourd'hui, où, au bout d'un moment, vu qu'on n'arrive pas à travailler, on se radicalise, c'est facile pour nous de nous faire enrôler dans des milices, dans ce genre de choses. Et évidemment, c'est une menace pour la paix. Donc, un jeune qui ne travaille pas n'a pas de dignité, en réalité. Et ce n'est pas uniquement que les jeunes. Hein. Tout le monde, toute personne qui ne travaille pas n'a pas de dignité, n'a pas de fierté propre, parce qu'on se sent inutile. Donc, pour se sentir utile à la société, même si c'est dans un sens négatif, on préfère être enrôlé dans un groupe tiré. On préfère se rendre utile, même si c'est pour la mauvaise cause. Exactement. Donc, c'est exactement ce qui se passe dans nos j'ai envie de dire, dans nos communautés. Ce qui fait que l'adage qui dit qu'un jeune qui ne travaille pas est une bombe à retardement, c'est une évidence. C'est une logique, en réalité. Merci si la personne ne beaucoup. travaille pas, naturellement, elle se donnera aux vices. Et les vices vont évidemment conduire au vol, au meurtre, au braquage, qui sont d'ailleurs incessants dans nos communautés. Merci beaucoup. Surtout, et je tiens à le préciser, quand vous remarquez les braquages, les viols et ces genres de suicides qui reviennent constamment dans la capitale, moi, ça m'inquiète et je me pose des questions. Vous allez voir des jeunes qui se pendent, qui se tuent. C'est triste et il faut agir tout de suite et maintenant. Merci. Pas mal. Bien évidemment, c'était dans cette perspective-là en fait que je parlais du suicide parce que c'est important. Hein. Il faut savoir que moi, je suis toujours sur ma lignée, c'est-à-dire que les personnes actives sont vraiment importantes pour résoudre le problème d'employabilité des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on a traversé une époque, bon, on est en train de finir, et les jeunes doivent comprendre que l'une des solutions que l'État a, c'est ce vaccin-là qu'il demande. Parce que j'en parlais, mais vous m'avez coupé, j'avais pas c'est important parce que les jeunes doivent comprendre quelque chose qui se passe. Et là, je dis très bien que nous contractons, nous guérissons. Mais quand on le contacte plusieurs fois, ça a un impact psychologique sur le cerveau. Et donc, quand ça a cet impact psychologique, ça... Vous avez des preuves scientifiques? Je n'ai pas de preuves scientifiquement détaillées, prouvées, mais j'ai déjà fait des observations sur moi, sur des amis, plusieurs amis, qui manifestent les mêmes symptômes, c'est-à-dire des symptômes où tu es là et puis tu n'as pas envie de dormir, tu fermes les yeux, tu ne dors pas et tu te promènes la nuit, tu secoues un peu la tête, tu as des commotions cérébrales. Non, ce que je dis, j'ai fait déjà plus de 10 constats. Donc pour moi, c'est une alternative que l'État a pour les jeunes parce qu'en se vaccinant, peut-être que ça permet de se protéger davantage. Parce que ce sont des pertes. On ne sait pas celui qui s'est suicidé, peut-être qu'il sera demain un Premier ministre, il sera demain peut-être un ministre, on ne sait jamais. Donc c'est pour dire que le problème de l'employabilité des jeunes, c'est vraiment très important pour la sécurité dans la mesure où quand les jeunes travaillent,
comme cet adage le dit, le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Voilà, donc quand les jeunes travaillent, ils sont à l'aise, ils sont stables, ils contribuent que de plus critiquer. Et vous allez voir qu'on critique plus l'État aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de directement, mais c'est à cause... moi, je crois que la jeunesse togolaise est passée de l'étape de la plainte à l'étape de se rendre utile. Je ne sais pas si c'est moi seul. Bon, je veux lui laisser... en partie. Cécile, 2 secondes. Oui, 2 en secondes. partie. Et comme disait Victor Hugo, donner du travail aux gens et la criminalité va cesser. Donc, quelque part, les insécurités humaines auxquelles nous faisons face, c'est également le fait qu'on n'ait pas des emplois décents. Mais c'est important de se faire un mental de gagnant pour qu'on comprenne que nous sommes d'abord des chances d'exister et que nous devons trouver des alternatives rapides. Donc, la question du sous-emploi aujourd'hui, c'est peut-être parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus de ce que nous voulons faire. Je pense qu'il serait bien qu'il y ait des séances de communication pour booster les jeunes. On en a besoin, même tout le monde a besoin à un moment donné que quelqu'un te dise vas-y, fonce. C'est important de pouvoir avancer parce que des fois, des situations font que vous pouvez arriver à douter. On se sent à la lisière on de se sa sent vie. délaissé, etc. Merci beaucoup, Faouz. Tout à fait. Moi, j'aimerais parler d'un rapport que les éléments français du Sénégal ont fait. Vous n'avez que 2 secondes. Tout à fait. C'est une base militaire au niveau du Sénégal. Ils ont fait une étude et réalisé que 50% des jeunes diplômés sans emploi devenaient des cyberactivistes et pirates, surtout. Le système du 419 est né de là, où vous transformez votre salon, bien votre chambre, en véritable laboratoire, avec beaucoup d'ordinateurs. Donc, vous vous mettez à faire de petits larcins, comme gruger les cartes bancaires des gens, essayer de traquer les numéros de compte et tout, voilà. Et déjà, même ça pose un problème, parce qu'on n'est plus en sécurité. Exactement. Et c'est parce que ces jeunes-là ne travaillent pas. S'ils étaient occupés, ils allaient pouvoir faire autre chose. D'où la nécessité de promouvoir l'emploi pour pouvoir arrêter cet état de fait. Merci beaucoup. Ce que moi j'ai aimé dans cette émission, c'est que la promotion de l'emploi des jeunes n'est pas seulement du ressort de l'État. Les parents ont aussi un grand rôle à jouer là-dedans, surtout en matière d'orientation des enfants dans le choix des filières, des créneaux qui sont porteurs. Nous sommes arrivés à la fin de nos échanges. Promouvoir l'emploi des jeunes, chers amis, consiste tout simplement à investir de façon stratégique dans les jeunes afin que demain, le nouvel horizon d'un Togo dynamique et prospère devienne réalité. Je remercie Amal, Cécile, Faouz et Sylvanus d'avoir passé ces moments avec vous. Et c'est avec un grand plaisir que moi aussi je l'ai passé avec vous. Et ça sera avec le même plaisir que je vais vous retrouver le samedi prochain pour un autre sujet tout aussi intéressant. Merci et à samedi.